Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce numéro 3 de Broadcast Time. Nous sommes en direct en ce jeudi matin, il est 11h01. Bienvenue à vous qui nous regardez et bienvenue à toi Fabrice Arad. Salut. Salut Benjamin, bonjour à tous. Comment ça va Fabrice? Fraîchement. Ah, ça m'étonne que tu dises ça. Ça caille, hein. Rappelle-nous Fabrice, en un mot qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Je travaille dans la radio depuis 20 ans et aujourd'hui, depuis quelques années, je suis obligé d'élargir mes compétences à la télé, enfin plutôt à la web TV, on va rester humble. À la web TV, tout ce qui est radio filmé et tout ce qui touche en fait aux nouveaux médias sur Internet et pour les radios. Voilà. Voilà, donc on se connaît depuis quelques années, on va dire. Hein, on a pas mal bossé ensemble aussi pour créer Watch et tous les deux, on se retrouve donc une fois par semaine en direct pendant une demi-heure pour parler de ces nouveaux moyens de production, de ces nouveaux médias dont on est aussi un petit peu les acteurs très modestement à notre façon. Moi plutôt côté production, toi plutôt côté technique, on va dire. C'est ça, Hein, c'est ça. côté bidouille. Alors, on va juste donner une idée du sommaire de l'émission d'aujourd'hui, puis on va attaquer le premier sujet. Le gros morceau, ce sera dans 5-6 minutes, une spéciale câble, Fabrice, et là l'enjeu est important. Hein. Bah, pour beaucoup, oui, parce que choisir un câble, on fait tous pareil, hein, on regarde d'abord le prix et on oublie souvent que c'est pas ça qui va nous faire dépanner le problème derrière. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur les câbles. Voilà, les câbles. Alors, on va parler de câbles vidéo, on va parler de câbles audio, on va vous expliquer HDMI, SDI, voilà, les limites, les intérêts, les prix. Est-ce qu'on achète du tout fait? Est-ce qu'on les fait soi-même? Est-ce qu'on prend du chinois ou de la qualité européenne ou américaine? Bref, il y a plein d'enjeux autour de ces câbles. Donc on en parle dans quelques instants. Allez, on fait une toute petite pause et on attaque le premier gros sujet. Ça s'appelle des sliders ou des rails. À tout de suite. Les sliders ou les rails, Fabrice, alors c'est un accessoire qui devient de plus en plus utilisé, autrefois réservé au cinéma, hein, et maintenant la vidéo, la télé s'en servent tout le temps. Voilà, c'est ce qu'on appelait le travelling à l'échelle du cinéma en fait. Hein. Ouais, alors c'est le cinéma qui l'a mis, on va dire, à la mode. La pub est venue par là. En fait, les premiers slides qu'on a vus, entre guillemets, grand public, c'est vraiment la pub qui est arrivée avec des appareils photo ou des caméscopes qu'on a glissés comme ça le long des... Surtout, c'est les voitures. On a tout de suite vu les slides, les panneaux latéraux sur les voitures. Et maintenant, effectivement, les moyens de production qu'on a, que ce soit pour les gros tournages télé ou pour nous, de notre côté, on s'y met également parce que ça fait des belles images. C'est tout doux, ça fait permettre d'avoir un travelling qu'un cadreur ne peut pas toujours faire avec certains appareils. Voilà, et donc ça a aussi connu un gros essor depuis 4-5 ans, depuis le 5D en fait, hein, dans le monde de la vidéo, on va dire. Tout à fait, hein, c'est les appareils photo, les réflexes, la mode du réflexe qui a tout changé, hein, ça c'est clair. Alors, quand on parle de sliders, il y a plusieurs marques. Alors, je voulais vous montrer un premier exemple de ce qui existe. C'est pas forcément l'exemple le plus cher. C'est une marque coréenne que j'ai découverte au NAB au mois d'avril dernier à Las Vegas. Elle s'appelle Conova. Je sais pas si tu la connais, Fabrice. Alors non, j'ai découvert grâce à toi. Hein. Et ben voilà, moi je m'intéressais à des modèles nettement plus chers et puis un jour quelqu'un qui avait de bonnes infos m'a dit est-ce que tu connais Conova? C'est des Coréens, ils font du bon matos et c'est 2 fois moins cher que la grande marque dont on parlera dans un instant. Alors je me suis intéressé un peu à leur matos, je suis allé les voir au NAB et effectivement ils ont ce rail qu'on a aperçu devant... la jeune femme là, qui a un podcast dans lequel elle explique comment le monter, parce que le montage n'est pas si évident que ça. Donc voilà, tu vois, elle prend les différents morceaux. Bref, il y a ce rail qui est vraiment la structure de base. Et puis après, on vient greffer sur le rail différentes parties, dont à droite, il y a le moteur, qui va entraîner une sorte de courroie, hein, qui va permettre d'automatiser le déplacement de la caméra ou de l'appareil photo sur le rail. Voilà. Donc ça c'est Conova, c'est un système qui coûte en gros tout compris autour de $1 500, donc qui est relativement compétitif. Il y a un autre avantage avec Conova, et ça vaut le coup de commander directement avec eux, c'est comme il y a un accord douanier entre la Corée du Sud et la France, ce qui fait qu'il n'y a pas de frais de douane à l'entrée du matériel en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Oh que oui. Ça évite les mauvaises surprises quand on commande aux États-Unis notamment et le passage à la douane. La douane. Donc, voilà pour Conova, vous avez eu un premier exemple de slider. Dans leur cas, c'est des appareils qui s'appellent les K3, K5, K7. On va maintenant passer on va dire à la marque qui s'est vraiment fait un nom depuis quelques années, Fabrice. Si je te dis Kessler, ça te dit quelque chose? Ah, ça oui, déjà beaucoup plus. Voilà, alors, qu'est-ce que tu sais sur cette marque Kessler Bon, Crane? là, on vient de voir exactement le même principe que Conova, hein, sauf que effectivement, Kessler avait des appareils beaucoup plus lourds à mettre dessus, donc ça fait du chariot beaucoup plus pro, on va dire, Ouais. dans le même cadre que ce qu'on va connaître avec les appareils photo comme les pieds photo, les Manfrotto. Là, on est sur du pro. Hein. Au départ, c'est du gros, du lourd. C'est typiquement lié pour les allez, on va dire le cinéma et la pub. Après, l'accès est, on va dire, réellement plus pro dans la conception, les détails, la finition du matériel Ouais. et la fonctionnalité, quoi. Ça, il n'y a pas photo, on passe un cap, quoi. Voilà, alors tu vois le matériel qu'on voit là, je pense que c'est un Cine Slider, le slider qu'on voit. Il y avait la petite manivelle qui était sur la gauche qu'on a aperçue, on va la revoir sur l'image qu'on va revenir sur le studio. La vidéo là, en l'occurrence que j'ai choisie, c'était pas par hasard si j'ai pris celle-là. Tu as vu que le boîtier était posé sur une sorte de tête. Qui pivotait au fur et à mesure du déplacement. Oui. Voilà. Alors, Oui, c'est le double panotage. voilà. Alors, Panotage latéral et en plus, on voilà. se tourne au fur et à Ça veut mesure. dire que clairement on achète le slider et après on vient rajouter en option cette tête, on va dire, qui assure la rotation du boîtier. Bon, effectivement, la conception est hyper bonne, hyper robuste. C'est de l'acier, c'est costaud, etc. Mais tu as peut-être aperçu que le système qui permet de faire pivoter la tête est purement mécanique. C'est-à-dire que je l'ai pas encore testé, mais je doute un peu de la précision du système. Ah, c'est la courroie qui va jouer, en fait. C'est un double mécanisme qui prend le premier mouvement qui va faire bouger le deuxième. Ouais. Donc après, c'est effectivement, on reste sur un système qui peut avoir des mauvaises surprises. Après, c'est quand même testé, hein. Alors, voilà, c'est quand même testé. Évidemment, je veux dire, ça fonctionne évidemment, mais la petite touche de génie, elle est venue d'une autre marque, alors que j'ai découverte au NAB aussi au mois d'avril à Vegas. Avant de vous montrer ce qu'ils ont annoncé hier, puisque l'annonce date d'hier, regardez leur système de slider. C'est assez étonnant. Alors, vous voyez, ça c'est la préparation sur le pied et je me rends compte que j'ai pas pris la bonne vidéo. Ça aurait été trop facile. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'on va voir le système, sur les prochaines images. Ça, ils ont plein d'accessoires. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une marque qui s'appelle Edelkrone, Edelkrone. Et Edelkrone, alors d'abord est une boîte, une start-up turque. Ils sont basés à Ankara et ils font des produits vraiment de conception assez fantastique. Il y a notamment ce slider, alors que je vais quand même vous montrer sur la prochaine vidéo, un slider 40 cm et qui permet de faire voyager entre guillemets son boîtier ou sa caméra sur le double de distance. Tu l'as déjà vu fonctionner ce slider? Oui, j'ai été curieux pour aller voir la vidéo de présentation. Et voilà. c'est un double. Ils ont été subtils. Hein, c'est le boîtier central. On prend un point d'accroche et après, si la barre fait 40 cm, on décale la barre complètement vers la gauche ou complètement vers la droite. Et du coup, on fait une double translation. Alors, regarde, ça permet de doubler le pouvoir du travelling. Voilà. Ouais, tout à fait. Hein, c'est ça. Alors, les images, je remercie nos copains de Studiotech, TTFN TV, Mark Johnson et Vance Willis, parce que c'est leurs images du NAB. Tu vois, effectivement, sur cette distance de rail, on arrive à doubler la distance de voyage de l'appareil de prise de vue. Alors, déjà, ça, en soi, c'est assez balèze. Et tu remarques la simplicité aussi de l'appareil. Il n'y a pas 50 tubes qui se croisent, etc. Il y a juste 2 barres. Le truc est vraiment réduit à sa plus simple expression. Ça, c'était au NAB au mois d'avril. Et au NAB, justement, Edelkrone nous avait montré le prototype de ce qu'ils ont officialisé hier. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on retrouve le système de
de pan et tilt du boîtier qu'on a vu chez Kessler à l'instant, à deux différences près. C'est que chez Edelkrone, non seulement on indique la distance entre la caméra et l'objet, ce qui permet très précisément de calculer l'angle de rotation de manière automatique, tu vois, avec le boîtier qui est sur la gauche. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a un deuxième boîtier comme celui-là qui vient se mettre de l'autre côté et qui assure la motorisation du mouvement rotatif. Voilà. Donc voilà, ça tient dans un tout petit encombrement. On bénéficie toujours du double de distance et le système fonctionne de manière assez incroyable. Alors là, c'est la démo qui a été mise en ligne hier. Bizarrement, hier, ils avaient joué sur le 11, 12, 13, le 11 décembre 2013. Ils ont fait l'annonce à 14h15, ça faisait 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Il y avait une vidéo hier qui a été enlevée depuis, et malheureusement, j'ai pas eu le temps de la récupérer. Donc il n'y a que cette démo qui donne pas vraiment raison, enfin qui fait pas vraiment honneur aux caractéristiques du slider, parce que vraiment les images qu'on obtient sont époustouflantes et ça se règle vraiment en 10 secondes. Il suffit de mesurer la distance. On peut aussi, tu vois, là il est à l'horizontale, c'est la première démo qui est faite, mais si on a par exemple un pied avec une tête, tu sais, une boule sur laquelle on vient fixer le rail, on peut basculer le rail et le mettre, tu vois, en pente. On peut le pencher d'un côté ou de l'autre, et le système garde toujours en ligne de mire l'objet que tu lui as indiqué. Voilà, c'est assez étonnant. Alors évidemment, ça se paye. Le système de motorisation et de tracking vaut $2000, donc c'est pas donné. Et à ça, il faut rajouter, tu vois ce qu'on obtient quand même comme image, hein, c'est super propre. Et à ça, il faut rajouter le prix du slide, du slider qui s'appelle le V2+. Il y a 3 longueurs, 40, 60, 80 cm. Et le modèle le plus court, je crois, est à $500, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est un kit à $2500, donc c'est clairement le plus cher des trois, parce que dans le cas de Kessler, j'avais fait l'addition, il y avait 500 € pour le slider, la version vraiment de base, 600 € pour la motorisation et 400 pour le système de parallaxe, de rotation. Donc on est plutôt à 1500, quoi. Donc voilà. Mais le système d'Edelkrone est vraiment, en termes de design, assez fabuleux. Bah oui, ça, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Exactement, il n'y a plus qu'à. Allez, on se retrouve dans un instant, comme promis, avec Fabrice Arad pour notre page spéciale consacrée à un sujet, on va dire, épineux. Cuisine. Hein, cuisine. Voilà. Sujet cuisine. C'est presque de la cuisine. Les spaghettis, les câbles, là, tout de suite. Voilà, de retour dans Broadcast Time, vous êtes sur Watch TV, la chaîne de tous les écrans. Rendez-vous qu'on vous donne tous les jeudis de 11h à 11h30 en direct sur Watch avec Fabrice Arad et vos questions via Twitter. Vous pouvez nous envoyer vos messages et vos questions avec le hashtag Broadcast Time en un seul mot et avec un seul T. Regardez, Broadcast Time. Le T sert à la fois à Broadcast et à Time. Ne vous trompez pas. Donc vos questions sur les câbles sont les bienvenues. En attendant, Fabrice, on va attaquer le sujet tout de suite avec toi. Vaste sujet. On commence par les câbles vidéo. Ouais, alors avant de commencer par la câble vidéo, on va commencer par un peu d'histoire parce que c'est nécessaire pour comprendre pourquoi on est obligé d'évoluer. Figure-toi que la vidéo composite, tout le monde l'a eu à un moment dans les mains, c'est sorti en 1956. Ce qui nous permettait d'avoir une image de 720 lignes sur 576 lignes en entrelacé pour 50 images par seconde au maximum. Et donc ça, la vidéo composite, les câbles, tout le monde les a vus, tout le monde les a connus. C'est les fameux câbles, là je les reprends, c'est les fameux câbles avec des petites RCA, donc le fameux câble jaune, le câble jaune, et on mettait l'audio de l'autre côté. Donc ça, c'est resté pendant très longtemps tout seul. Est arrivé, on avait aussi de la BNC, parce que les professionnels qui avaient des câbles RCA ont eu un problème tout simplement, c'est que ça tenait pas sur les appareils. Ils voulaient les verrouiller. Donc, et voilà, donc on a créé la fameuse BNC qui permet de pouvoir verrouiller. Non, bouge pas. Je te remets en. Voilà, qui permet de verrouiller le câblage. C'est arrivé assez
tu vois, il y a eu du temps derrière. 77 pour avoir la SCART. Alors la SCART, tout le monde la connaît sous le nom de Péritel en France. Ouais. C'est la fameuse fiche qu'on a connue derrière nos télé pour les magnétoscopes et autres. Pareil, c'est d'analogique. On est en 720 lignes sur 576 lignes. Est arrivé derrière en 79 le S-Vidéo, un câble beaucoup plus fin, enfin une fiche beaucoup plus fine, la petite connecteur DIN qui permettait de remplacer la fameuse Péritel. Et il faut attendre longtemps derrière, très longtemps derrière. Je dis pas de bêtises, je vais même vérifier la fiche parce que là du coup faut pas que je me trompe. 1990. Tu vois le temps qu'il faut pour avoir le component. Et là on est toujours en analogue. Hein. Le component, alors le component c'est 3 composantes, les fameuses Y, PRP bleu, alors le rouge, RGB, il y a plusieurs choses, mais c'est 3 câbles. Donc 3 câbles RCA, 3 câbles BNC. Donc ça fait des câbles encore, ça fait beaucoup de câbles. Et après, on va encore attendre un peu de temps pour évoluer. On va attendre 2003 pour voir apparaître le SDI. Alors SDI, là on passe dans le monde numérique, c'est Serial Digital Interface. La même année sort HDMI, High Digital Multimedia Interface. Alors, ces 2 normes vont pouvoir transformer, enfin, d'abord le SDI, il va pouvoir transporter du SD, du standard, du HD et du 3G SDI. Alors, la différence, c'est la capacité de flux, hein, d'envoi d'informations et donc de qualité. On va pas monter jusqu'au 1080p. Ça, c'est le maximum. Après, le HDMI, et donc c'est là où on arrive au fameux câble, pour commencer dans les câbles qu'on touche aujourd'hui tous dans les mains, c'est que le HDMI, donc le standard de base, faisait du 720p et du 1080i. Donc c'est bien, très bien, c'est la fameuse HD d'avant, sauf qu'on est passé à autre chose. Hein. Donc il a fallu changer la norme. Donc on est passé des câbles HDMI 1.3 et 1.4. Alors ça devient compliqué, hein, mais bon, assez simple. Les câbles HDMI... On n'a pas encore parlé du HDCP. Ah non, mais ça vient après ça. C'est pas tout de suite. Hein. Enfin, ils l'ont mis assez vite le HDCP parce qu'ils sont pas bêtes. La différence entre le SDI et le HDMI, c'est que dans le HDMI, il y a une notion de multimédia et donc d'informations transportées. Le SDI, au point de départ, on n'envoie que la vidéo et l'audio. Il y a plusieurs informations audio, mais c'est que ça. Et le HDMI, ils ont fait, c'est pour l'informatique au point de départ. Donc ils ont fait des connecteurs. Donc on a le connecteur type A, c'est le gros, c'est le classique, celui qu'on a au. Attends, me mets pas dans l'oreille, ça fait mal. Attends. Voilà, bouge, on va le mettre par là. C'est le gros connecteur, celui qui va sur les télés, les DVD et tout ça. Après ils se sont dit c'est vraiment le connecteur grand public, ça. C'est celui que tout le monde connaît. C'est celui qu'on trouve partout quasiment. Après ils se sont dit c'est bien beau l'histoire, mais moi j'ai acheté un caméscope et quand moi je le fabrique, hein, je m'appelle Sony ou tous les autres, quand je le fabrique, j'ai besoin de la place. Il faut qu'il soit miniature. Donc je vais faire un connecteur. Ça sera le connecteur type C, qui est beaucoup plus petit. Hop là, je vais mettre par là. Voilà, montre-nous les deux côtés. Ouais, ça t'a pas les deux côte à côte. Voilà, je sais pas si tu vas voir les deux côte à côte. Faut que je recule. Il est 2 fois plus petit. Mais ils se sont dit c'est bien beau, mais il faut faire encore mieux. Donc ils ont fait le type D. Et là, le type D, on va voir vite la différence entre les deux côte à côte. Voilà. Un peu plus haut, tiens, voilà. Ah oui, c'est flagrant. Voilà. Et ça, c'est sur les appareils type appareil photo, les caméscopes tout petits, les smartphones. La GoPro, par exemple. Et la GoPro, la fameuse GoPro. Fabrice, mais ça change. Juste, donc il y a le HDMI, on va dire normal, il y a le mini HDMI qui était le deuxième, et le micro HDMI qui est celui de la GoPro notamment, c'est ça? C'est ça, A, C et D. C'est les 3 qu'on va trouver, on va pas trouver autre chose pour le HDMI. Alors après, une fois qu'on a les connecteurs, on sait que les câbles, l'HDMI a un seul souci, c'est qu'on est dans du numérique où, passer une certaine distance, on n'a plus d'information. C'est pas qu'on en a une mauvaise, c'est qu'on a l'information, on l'a pas. Ouais. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Et au-delà de 15 mètres, oubliez le HDMI. Au départ, je crois que c'était 5 mètres, la norme officielle. Hein. Officiel, c'était 5 mètres. Ouais. C'était les fameuses normes, la norme standard. Pas loin avec ça, hein. Notamment en studio. Le point de départ, c'était pour câbler ton caméscope, ton magnétoscope, ton DVD sur ta télé. Ouais. C'est rare que tu mettes ton lecteur DVD à côté de toi sur le canapé et ta télé de l'autre côté. Donc, tu n'avais pas besoin d'un câblage très grand. Mais pour cette distance, en dessous de 5 mètres, du moment que vous prenez un câble aujourd'hui en HDMI 1.4, vous pouvez tout faire.
Vous pouvez même le prendre le moins cher, celui Ouais. du grand marché, vous aurez aucun souci. Dès qu'on va passer les 5 mètres, on va avoir un réel problème de perte de signal sur la longueur, et donc du coup, Mm. pas d'image du tout. Alors c'est même pas, vous demandez pas pourquoi l'image elle serait tordue, hein, ça arrive pas hein, dans le numérique. C'est on a l'image ou on l'a pas. Donc passer les 5 mètres, il faut commencer à réfléchir pour le transfert de câbles. Sur du standard, on arrive généralement à aller jusqu'à du 15 mètres, mais il faut que ce soit un appareil type lecteur Blu-ray par exemple ou ordinateur qui diffuse sur un écran géant, sur un vidéoprojecteur ou sur une télé. Là, on va pas avoir de souci. Sur les petits caméscopes, la puissance n'étant pas la même au départ, on va pas avoir généralement pas avoir Ouais. le signal au bout. Donc on verra après comment on peut tricher là-dessus. Ah oui, tu vois, par exemple, nous en studio, là, autour de moi, les 2 écrans avec toi, c'est du HDMI Oui, avec mais on des, sort avec des câbles, direct. avec des câbles de 20 mètres, hein, puisque ça passe derrière le décor et ça va jusqu'à la régie. C'est toujours pareil, hein, Ouais. l'exception confirme la règle. Vous pouvez avoir, moi j'ai vu une démonstration avec un câble de 40 mètres. Ça marche dans une seule condition. C'est que vous n'ayez pas un seul câble électrique à côté. Car tout ce qui va être perturbation électrique va vous plomber carrément le système. Et c'est pour ça que certains câbles HDMI, j'ai eu confirmation tout à l'heure au téléphone, pour être sûr, hein, parce que je me renseigne quand même. Certains câbles HDMI, vous les voyez avec un petit truc en plus. Alors attends, hop, Ouais. voilà. Ouais, ouais. C'est une petite ferrite. C'est juste une sorte d'aimant qui permet d'éliminer les interférences. C'est-à-dire que sur des câbles qui commencent à être longs, comme dans le HDMI, on transporte des informations, on transporte l'alimentation électrique. Donc forcément, qui dit alimentation électrique dit perturbation. Donc on va avoir des deux côtés une ferrite qui nous permet d'éliminer certaines interférences. Donc ça, on va rentrer dans des câbles qui vont de toute façon être plus chers à fabriquer, Eh oui. plus que du cuivre. Et forcément, là, il vaut mieux s'orienter sur des professionnels des câbles. Donc, il y a Northstone, il y a Real Cable, il y a KUD, il y a Klotz. Il y en a quelques-uns comme ça dans le marché qui font des câbles. Et ça monte très vite en termes de tarifs. Hein, Eh attention, ouais. hein. D'un petit câble HDMI, je sais pas, je vais prendre celui-ci. Attends, je vais essayer de prendre celui-ci. Voilà, cette taille-là, on est à moins de 2 mètres. On va pouvoir le trouver sur Internet entre 4 euros Ouais. et 10 euros. On va avoir peu de problèmes. Passer les 5 mètres, on va vite arriver à des câbles qui vont faire 60, 70, 80, jusqu'à 200 euros. Alors, les 200 euros, moi, j'ai pas vraiment vu la différence avec ceux à 80 euros. Mais j'ai vraiment vu la différence entre un câble à 5 euros et un câble à 60. Ça, par contre, sur de la longueur, ça, je l'ai vu. Sur du court, j'ai pas eu trop de problèmes, en tout cas. Ça, c'est pour venir sur l'HDMI. Un petit détail. La 1.4, la fameuse norme 1.4 qu'on parle aujourd'hui, est arrivée en 2009. Donc, elle a mis 6 ans à venir et ça nous a amené le support de la 4K. On va parler juste 10 secondes de la 4K. Attention, il y a 4K cinéma. Hein, et l'image fait 4096 lignes sur 2160 et la Ultra HD 4K qui est celle de notre télévision. On va voir ça dans toutes les pubs quand ils nous parlent de la télé 4K. Bah, c'est l'UHD 4K, c'est plus la même image. C'est 3840 lignes. 2160. Alors, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Seul petit détail, c'est quand ils vont sortir les films qui seront 4K, quand on les passera sur nos télé-salons 4K, eh ben, on va perdre, hop, les côtés. Ouais, 5%, quoi, à peu près. Hein. Ça, faut savoir. Voilà. Donc, les câbles, figure-toi que ça date pas de très longtemps, septembre 2013, il y a la nouvelle norme qui est décidée. C'est la HDMI 2. Alors, c'est quoi la HDMI 2 oui. Je me souviens, c'était à l'IFA qu'on en a appris ça. C'est Sony qui était à la tête de ce mouvement d'évolution. Celle qui va nous permettre d'avoir la télé 4K chez nous en full, c'est-à-dire vraiment avec un gros débit 18 gigabits par seconde au maximum et du 4K P60. Je ne sais pas quand ça va arriver dans les appareils parce qu'il va falloir qu'ils l'intègrent dans chaque appareil, qu'on change les câbles parce que là, il n'y a plus aucun câble qui sera aux normes et qu'on bascule sur tout le reste. Donc là, on a le temps de voir venir, comme on dit, en tout cas pour nous. Alors on a le temps, là, ça va. Hein. Il n'y a pas d'urgence. Hein. Ils ont mis 6 ans pour faire la modification des câbles. Et on a mis combien de temps depuis la TNT pour avoir la HD ? Je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Quoi, 10 ans ? Non. À peu près 6 ans. Non, moins de 5 ans ? 6 ans, à peu près. 10 ans. Donc, c'est la même chose. On va considérer que d'ici 6 ans, voilà, on sera dans la 4K. Voilà, on va considérer qu'on a un peu de temps, 2014-2020. Voilà. Et 2020, on fait l'émission et on reteste les câbles HDMI. Point 2. Après... Fabrice, on est dans une logique quand même de câblage d'un studio, donc... Après, on va voir les câbles HDSDI. HDSDI, c'est donc la même chose que
que l'HDMI, on transporte du flux HD. Souvent, vous allez voir des câbles verts. Hein, ceux que vous achetez sur Internet, hein, c'est des câbles verts. Alors ça, méfiance. Pourquoi ils sont verts? C'est du chinois. Alors, c'est pas parce que c'est du chinois que c'est vert. C'était une norme vidéo à une époque, le vert pour vidéo, et c'était l'historique du câblage pour les reconnaître. Ouais. Ils ont été tous verts, donc les câbles de vidéosurveillance, les câbles de vidéo à l'époque ont tous été verts. Quand je dis méfiance, c'est qu'aujourd'hui, pour faire des économies, ils tirent des bobines de kilomètres en kilomètres, et ils tirent, là par exemple, j'ai acheté un câble neuf, hein, testé, un KX6 sur Internet, configuré pour de la Full HD, hein, qui nous le confirme sur le papier. Et le seul problème, c'est qu'on l'a testé avec un ami et on a arraché la fiche là, sur celle-ci. On l'a arraché en 3 fois, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé 3 fois et à la 3e, ça s'est défait. Parce que la BNC ici, on va y voir, voir le détail. La BNC, est-ce que tu vois le petit anneau blanc à l'intérieur? Oui. Et ça, c'est signe d'une BNC plutôt bas de gamme. Ah. Voilà. Et oui, vous voyez la différence. Voilà une BNC haut de gamme. Oui. Il n'y a pas d'anneau blanc. Voilà. Ça, c'est l'armature en ferraille, c'est l'armature de la fiche qui va faire la connexion et c'est elle qui va faire le lien et non pas le plastique. Le plastique, au bout d'un moment, il va se déformer, il va s'abîmer et donc le lien entre la fiche et le connecteur, il va plus être fond. Donc, il va plus être bon. Donc, du coup, il va falloir vos câbles vont être risqués. Ça, ok, pour l'installation fixe, vous l'installez une fois, vous ne le bougez plus, très bien, il n'y a pas de souci. Du moment que vous devez changer le câble plusieurs fois sur les appareils, on ne va pas arrêter de le faire, prévoyez d'aller voir des câbles vraiment pro parce qu'on va avoir des soucis là-dessus. Et je vais accélérer. Ouais, Fabrice, tu sais quoi c'est tellement passionnant, il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on va faire une 2e émission sur les câbles. L'audio alors. Hein? La vidéo, on fera l'audio la prochaine fois. Ouais, mais on continue, on reprendra là, on s'arrête sur le SDI parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas entré dans le détail des tarifs. Et il y a aussi l'option du do it yourself, hein, des câbles qu'on peut faire soi-même. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est pas la peine de s'embêter? Allez, t'as 10 secondes pour nous faire envie de revenir jeudi prochain à 11h sur Watch en direct. Alors, ça vaut le coup de les faire soi-même si on veut avoir un câblage vraiment propre et qui soit à la bonne longueur, plutôt que d'avoir un câblage qui traîne avec des bobines au pied de ses caméras, du beau câble, que ce soit du Canaré pour du câble HDI, que ce soit du Belden, c'est pas forcément très très cher, on s'entend, hein, on va acheter une bobine pour 200-300 €, et les fiches vont coûter entre 3 et 10 €. Le plus compliqué, ça va être de trouver quelqu'un pour vous les faire, parce qu'il va falloir une machine qui ne vaut pas le coup si vous faites 10 câbles, mais qui vaut le coup si vous commencez à faire pour les copains. Vous trouverez dans le marché des gens qui peuvent vous le faire, on peut vous indiquer des gens qui pourront vous le faire. Ça vaut le coup pour avoir des câbles qui changent la donne sur la longueur. On parle dans le temps, hein. C'est pas si vous faites très court, comme tu veux que je fasse très court. Voilà, je veux que tu fasses très court maintenant. Merci Fabrice, ça passe super vite. On pensait faire les câbles en une émission, on va les faire en 2 émissions. Donc on se retrouve jeudi prochain à 11h en direct sur Watch TV. Merci Fabrice. Au plaisir, passe une très bonne fin de semaine et nous on se dit à dans 7 jours, donc jeudi 11h sur Watch pour Broadcast Time. Salut à tous.